Allô? Allô, est-ce que vous m'en saisissez? Allô, bon, on s'était perdu, hein. Bon, on va démarrer. Vous pouvez désactiver vos vidéos, hein. S'il vous plaît, désactivez vos webcams. Est-ce que vous m'en saisissez? Est-ce que vous m'en saisissez? Voilà, vous désactivez vos webcams, hein. J'avais perdu la connexion tout à l'heure. Donc, je vais partager mon écran. Alors, j'espère que vous tous vous voyez mon écran. Très bien. Si tel est le cas, on va démarrer. Bon, puisqu'on a perdu 15 minutes. Alors, moi, je me présente d'abord. Je suis docteur Abdourahmane Senghor. Donc, en même temps, je suis le directeur des services informatiques au niveau de la SICAP SA. Donc, SICAP SA, c'est une structure qui se trouve au niveau de Dakar, donc, et qui est en charge de la promotion immobilière, quoi. Donc, on construit, on voit des villas. Donc, je suis le directeur des services informatiques. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous introduire le cours de parallélisme et programmation parallèle, calcul parallèle. Donc, pour cette session, on va aborder, disons, la partie introduction, donc qui va juste faire passer en revue un peu les concepts du parallélisme, ou bien de la programmation parallèle ou du calcul parallèle, donc histoire de vous permettre de vous familiariser un peu avec ce nouveau concept. Parce que là, on change carrément de paradigme. Donc, vous étiez plus habitué à ce qu'on appelle la programmation séquentielle. Donc voilà, donc ici c'est une suite logique, mais on change carrément de paradigme. Alors, donc sans tarder, nous allons un peu, on va dire, nous allons faire un peu ce qu'on appelle de l'analogie. Allô? C'est bon? Voilà, on va faire un peu de l'analogie. Donc, c'est quoi le parallélisme dans la vraie vie? Donc, ici, on prend l'exemple de guichet de banque, service de guichet de banque. Donc, certainement, vous avez eu à peut-être avoir... oui? Oui, oui. Oui, allez-y. Allô? Allô? Allô, oui? Allô? Bon, apparemment, j'ai des soucis de connexion là. Donc, j'ai perdu la connexion. Vous me saisissez? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, parce que apparemment, c'est des soucis sur la connexion, quoi. Donc, j'ai des tentatives de connexion par moment. Donc, voilà, bon, on va reprendre. Voilà, je disais en introduction, hein, on va prendre un exemple pour voir un peu ce qu'est le parallélisme dans la vraie vie. Donc là, on prend l'exemple de guichet de banque. Donc, admettons que
souvent, peut-être, vous avez eu affaire au service de la banque. Donc, au niveau de la banque, qu'est-ce qui... Vous l'avez pas... Attendez, attendez. Je vais repartager. Je partage. Est-ce que c'est bon? C'est bon, vous voyez mon écran? C'est bon, très bien. Alors, imaginons une banque. Une banque dispose de ce qu'on appelle de plusieurs guichets. On est d'accord? Et qu'au niveau de chaque guichet, il y a ce qu'on appelle un opérationnel ou un caissier. C'est-à-dire un employé qui est là, qui s'occupe du guichet et qui s'occupe de gérer les clients. Voilà, donc imaginons aussi que tous les guichets sont fonctionnels et prêts à servir les clients. C'est-à-dire le guichet est là, tout le dispositif se trouve au niveau du guichet, c'est-à-dire les ordinateurs, les imprimantes, vous avez l'employé, le caissier qui est là. Imaginons également que dans cette banque, qu'il y ait une longue file d'attente de clients. Donc ces clients, ils arrivent, donc ils font une queue et ils attendent d'être servis. D'accord? Imaginons aussi que dans la banque décide, pour une raison ou pour une autre, qu'un seul guichet fonctionne. Voilà. Maintenant, je vous laisse deviner les conséquences qu'une telle décision peut entraîner. Donc les clients sont là au niveau de la banque. Donc les clients voient que dans cette banque, il y a par exemple plusieurs guichets et normalement ces guichets doivent fonctionner. Mais la banque décide qu'un seul guichet va servir tous les clients. Voilà. Donc je vous laisse imaginer les conséquences. Alors l'autre exemple, c'est, je prends l'exemple des services de station de péage. Donc imaginons que nous qu'on est usagers ou automobilistes. Donc on se présente au niveau de la station de péage. Et au niveau des stations de péage, il y a ce qu'on appelle plusieurs voies de péage. D'accord? Et dans chaque voie de péage, vous avez un employé. Donc ici, au Sénégal, on prend l'exemple d'Eiffage. Vous avez un employé de Eiffage qui se trouve dans la voie et qui est prêt à, on va dire, voilà, encaisser le tarif. Ou bien, à défaut, on peut avoir au niveau des guichets automatiques un automate. Donc le client, l'automobiliste se présente et voilà, avec son badge, présente juste son badge pour passer. Maintenant, imaginons que dans chaque voie de péage, il y a un opérationnel, un guichetier ou un automate, comme j'ai expliqué tantôt. Imaginons aussi également que toutes les voies de péage sont fonctionnelles et prêtes à servir les automobilistes. Donc, dans cette station de péage, de longues files d'attente d'automobilistes sont en attente d'être servis pour pouvoir poursuivre le trajet, c'est-à-dire continuer. Maintenant, la station de péage ou bien Eiffage décide qu'une seule voie de péage va servir toutes les files d'attente d'automobiles. Maintenant, je vous laisse imaginer toutes les conséquences de cette décision ou d'une telle politique. Alors, pourquoi j'ai pris tous ces exemples-là? Là, on revient, on est dans la vraie vie, mais on va prendre l'exemple dans notre cadre, c'est-à-dire dans le cadre informatique. Donc, actuellement, donc vous tous, vous disposez soit d'ordinateurs portables ou de téléphones portables qui disposent de ce qu'on appelle de processeurs multicœurs. Actuellement, vous avez des processeurs, que ce soit Intel, que ce soit AMD, etc., ou bien d'autres types de processeurs, donc qui contiennent ce qu'on appelle 4 cœurs, 6 cœurs, 8 cœurs, 16 cœurs, 32, etc., etc. Voilà, donc de plus en plus, on a des machines qui ont plusieurs cœurs. Donc actuellement, on est dans ce qu'on appelle dans l'ère du multicœur. Donc ça, c'est le contexte actuel. Donc je dis, imaginons qu'un ordinateur possède plusieurs multicœurs. Imaginons qu'à chaque cœur processeur est associé un thread. De toute façon, je reviendrai sur le concept de thread.
Imaginons également que tous les cœurs processeurs sont fonctionnels et prêts à exécuter une partie des instructions et données du programme. Donc, quand on parle de programme, un programme n'est plus ni moins qu'une somme d'instructions et de données. De toute façon, on va y revenir. Donc, imaginons que cet ordinateur, qui est un gros, disons, que sur cet ordinateur, un gros problème. Donc, quand on parle de gros programme, c'est un programme batch en fait, qui prend du temps à s'exécuter. Ça prend quelques minutes, ou bien des heures, ou bien des jours pour s'exécuter. Donc, ce programme est là en attendant d'être exécuté. Maintenant, cet ordinateur, ou bien le programmeur, décide qu'un seul cœur processeur traite tout le programme. Maintenant, je vous laisse imaginer toutes les conséquences d'une telle politique. Alors là, le schéma que vous apercevez, vous avez ici un processeur qui a 4 cœurs. Hein. Donc, vous avez le cœur 1, le cœur 2, le cœur 3, le cœur 4. Et vous avez ce qu'on appelle le L3 cache. De toute façon, ça, on pourra y revenir en détail. Hein. C'est juste pour illustrer un peu l'architecture des processeurs multicœurs. Voilà. Donc ici, on va faire un peu la synthèse ou bien des 3 cas qu'on a pris pour faire un peu de l'analogie. Donc au niveau de la banque, j'ai parlé de guichet. Donc ce guichet, on peut le mettre en lien avec la voie de péage au niveau de la station de péage. Donc on peut associer une correspondance à un cœur processeur pour le cas de l'ordinateur. D'accord? Parce que pour la banque, on avait dit que le guichet, c'est un dispositif qui est là, d'accord, et qui permet de servir le client. Donc pour la station de péage aussi, c'est pareil. Vous avez une voie de péage, donc où passe le client pour pouvoir poursuivre son trajet. Et au niveau de l'ordinateur, vous avez ce qu'on appelle le cœur processeur qui permet de traiter le programme. D'accord? Ou bien qui permet d'exécuter le programme. Maintenant, au niveau de la banque, il y a ce qu'on appelle le guichetier, ou bien le caissier, d'accord? Ou bien la personne en charge de gérer la caisse. Donc, on peut mettre en rapport avec le guichetier au niveau de la station de péage, ou bien le dispositif automate, d'accord? Et on peut mettre en relation par rapport à l'ordinateur à ce qu'on appelle le thread, au niveau de l'ordinateur. Bon, le thread, c'est un programme, hein? C'est logique, c'est pas physique, c'est logique, mais on va y revenir. Pour le client, on va faire le link avec l'automobiliste. Donc, pour la banque, on va parler du client. Et pour la station de péage, on va parler de l'automobiliste. Et pour faire le lien avec l'ordinateur, ici, on considérera que c'est le programme. Tantôt, je vous avais dit que le programme, c'est une somme d'instructions et de données. D'accord? Enfin, j'avais parlé d'opération au niveau du guichet, parce que quand le client se présente au niveau du guichet, il se présente soit pour déposer de l'argent, ou bien pour retirer, ou bien pour faire un transfert de compte à compte. Donc ça, c'est l'opération qui est effectuée auprès du guichet. Donc, de la même manière, l'opération qui est effectuée par l'automobiliste, ou bien le service qui est rendu à l'automobiliste dans le cadre de la station de péage, c'est le fait de pouvoir traverser la barrière et de poursuivre le trajet. Donc, pour faire le parallélisme avec l'ordinateur, ici, ça va correspondre à l'exécution du programme. Donc, parce que le programme, il s'exécute dans le processeur. Mais il s'exécute dans le processeur par l'intermédiaire du thread. Donc, c'est le thread qui permet d'exécuter le programme. Mais ce programme va s'exécuter au sein du processeur, ou bien du cœur processeur. Alors, je ne sais pas jusque-là, est-ce que... J'espère que je ne vais pas trop vite. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, parce que... Voilà, si je vais trop vite, faites-moi le savoir, comme ça je prends un peu le temps de... Parce que ici, quand même, le concept est important. Donc, pour vous permettre un peu de mieux comprendre, d'appréhender, disons, voilà, de cerner un peu
un peu, voilà, les concepts, parce que ça, c'est fondamental, quoi. Donc, une fois qu'on a compris le concept, après le reste, ça pourra venir facilement, quoi. Donc, si je vais vite, faites-moi le savoir, hein. Donc, comme ça, je ralentis un peu, quoi. Donc, j'espère que jusqu'ici, ça va. C'est bon, vous suivez, hein? Voilà. Donc, pour résumer, j'ai pris ces 3 cas pour que vous puissiez comprendre. Au niveau de la banque, quand la banque décide de, quand, quand la banque décide de faire fonctionner juste un guichet, c'est comme vous, si vous qui disposez par exemple d'un ordinateur qui possède 8 cœurs par exemple, ou bien 8 processeurs, vous avez un programme qui s'exécute, qui prend 1 heure pour s'exécuter, et vous décidez que ce programme va s'exécuter uniquement sur un seul cœur processeur. Au même moment, les autres processeurs, cœurs processeurs, sont inactifs. Donc ça, c'est votre décision. C'est parce que votre programme, vous l'avez conçu de manière séquentielle. Bon, c'est ce que vous faites jusqu'ici. Tous les programmes que vous faisiez jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle la programmation séquentielle. Donc, dans programmation séquentielle, là, il y a le mot séquence. D'accord? La séquence de quoi? C'est la séquence d'instruction. Donc, le processeur, il exécute le programme instruction par instruction. Instruction par instruction. C'est-à-dire, quand vous avez un programme, quand ce programme est compilé et prêt à être exécuté au niveau de la machine, on ne parle plus de code, mais on parle d'instruction. D'accord? Maintenant, le processeur, il comprend ce qu'on appelle les instructions. Quand je prends, par exemple, x égale x plus 1, x égale x plus 1, c'est une ligne de code. Maintenant, quand cette ligne de code est compilée au niveau binaire, c'est x égale x plus 1, est transformé en 3 instructions. C'est-à-dire, au niveau langage, c'est une instruction parce que vous avez x égale x plus 1. D'accord? Attendez, je vais... une bloc-notes. Donc, quand j'ai x égale x plus 1, je vais agrandir. Voilà. Donc, x égale x plus 1. Donc, quand vous avez votre code, donc x égale, c'est une instruction, donc, ou bien un statement, ou bien une ligne de code. Je parle de ligne de code. Une ligne de code dans votre programme. Voilà. Donc, votre programme, ça peut être un programme en C, ça peut être un programme en Java, ça peut être un programme en Python, etc., etc. Donc, ça, c'est au niveau programme. Maintenant, c'est x plus x. Une fois qu'on a compilé, après compilation, donc quand c'est C, c'est avec le compilateur de C, quand c'est Java, avec le compilateur Java C, etc. Donc, une fois qu'on a compilé, au niveau de ce qu'on appelle du code binaire, parce que le processeur, il connaît le code binaire, il ne connaît pas le langage programme. Donc, au niveau du code, vous avez cette ligne de code-là en 3 instructions. Donc, la première, c'est un peu lire la variable x. Ça, c'est une instruction. Donc, une instruction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, vous avez la variable x qui est en mode lecture, la variable x qui est en mode écriture. D'accord? Donc, on va lire x. Après, on va faire
add, on peut additionner x et 1. Donc, une fois qu'il a lu x, par exemple, si x égale à 2, donc là, le processeur va lire 2, ensuite va l'additionner à 1. D'accord? Donc, supposons on va mettre un cas pratique 2. Après, il va faire store. Là, store 2 plus 1 égale 3. Hein? Donc, il va stocker. Voilà. Donc, on va l'appeler I1, instruction 1, instruction 2 et instruction 3. Voilà. Donc, vous avez la ligne de code x égale x plus 1 dans votre programme. Encore une fois, dans votre code source. Maintenant, une fois que vous avez compilé, cette ligne de code x égale x plus 1, au niveau binaire, est transformée en 3 instructions. Donc, le processeur va d'abord lire la variable x qui est en mode lecture. Donc ici, dans notre cas, on a pris x égale à 2. D'accord? Ensuite, il va faire l'addition de 2 et 1. Add 2, 1, qui va donner 3. Ensuite, il va stocker le 3 dans la variable x. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour revenir sur la notion d'instruction. Mais on va après y revenir plus en détail. Voilà. Alors, je disais ici que vous avez votre programme qui prend 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. D'accord? Vous l'exécutez. Donc, vous programmez séquentiellement. Donc, séquentiellement, ça veut dire que c'est cette instruction, après cette instruction, après cette instruction. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le programme séquentiel. Donc, vous imaginez tout ce gâchis-là. Vous avez un programme qui fait 8 heures, qui s'exécute en 8 heures de temps. Vous le programmez de manière séquentielle. Vous lancez sur un processeur qui a un seul, disons, vous lancez sur un processeur dont un seul cœur exécute le programme. Donc, c'est la programmation séquentielle. Alors que si vous utilisiez les 8 cœurs processeurs, ce programme, au lieu de s'exécuter en 8 heures, s'exécuterait en 1 heure. Parce qu'on divise 8 heures par le nombre de cœurs processeurs. Alors que le nombre de cœurs processeurs dans l'exemple, c'est 8. Donc, vous imaginez ce gain de temps. Donc, on passe de 8 heures à 1 heure. Et si vous avez 16 cœurs, vous passerez de 8 heures à 30 minutes. Et si vous aviez 32 cœurs, vous passerez de 8 heures à 15 minutes. Vous imaginez tout ce gain de temps-là. Et ça, pour l'avoir, il faut comprendre ce qu'on appelle le concept de programmation parallèle. Il faut penser parallèle. Sortir de la logique séquentielle et aller vers ce qu'on appelle la logique parallèle. Donc, c'est tout le sens de ce cours. Donc, je vais donner ces exemples pour que vous puissiez un peu comprendre le contexte. Certainement, vous tous, vous avez des PC qui ont plusieurs cœurs. Mais dans votre façon de programmer, vos programmes s'exécutent en séquentiel. Donc, vous ne tirez pas pleinement profit de votre architecture multicœur. Donc, ça, c'est un gâchis énorme. Donc, tout comme la banque a décidé d'utiliser un seul guichet, vous, c'est pareil. Vous disposez de plusieurs guichets, vous n'en utilisez qu'un. Voilà. Donc, les conséquences, vous avez une sous-exploitation des ressources à disposition. Donc, la banque investit dans les guichets. La banque paye les caissiers. D'accord? Ça, c'est un investissement financier. Et derrière, la banque n'exploite pas ses ressources. Donc, ça veut dire que c'est une sous-exploitation des ressources. Vous avez une perte de temps énorme pour les clients. Vous imaginez les clients, les automobilistes, d'accord? Les clients, ils sont près d'une centaine au niveau de la banque, et il y a 10 guichets qui devaient s'exécuter, qui devraient gérer les clients, et un seul guichet gère les clients. Donc, c'est une perte de temps énorme. D'accord? Donc, ça introduit ce qu'on appelle une mauvaise qualité de service. Donc, j'ai donné ces exemples-là pour vous donner une idée un peu de l'enjeu. Voilà, donc, une idée de l'enjeu du parallélisme.
Alors, bon, je vais vous inviter à chacun d'entre vous. Est-ce que vous connaissez la commande DXJack? Vous connaissez la commande DXJack? Vous connaissez? Voilà, je vous invite, hein, vous tous, à taper la commande DXJack et vous me communiquez, chacun en ce qui le concerne, la structure de votre processeur, quoi. Donc, votre processeur, c'est quelle marque, c'est quel type modèle, ensuite le nombre de cœurs. Ici, moi, dans l'exemple, je ne sais pas si vous voyez, bon, attends, je vais peut-être augmenter. Donc, quand j'ai saisi la commande, moi, j'ai un Intel Core i5 avec 8 cœurs processeurs. Donc, à raison de 1,6 GHz par cœur processeur. Donc, moi, potentiellement, j'ai 8 unités de calcul. Donc, quand on parle de cœur, c'est des unités de calcul, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vous invite, hein, chacun en ce qui le concerne, à saisir la commande au niveau de l'exécutable ou bien de Windows R. Donc, si vous disposez bien sûr de, qu'on appelle d'un environnement Windows, je ne sais pas, il y en a qui disposent de Linux ou autre, mais pour ceux qui ont l'environnement Windows, ils peuvent taper la commande et pouvez me communiquer, hein, comme ça sera interactif, quoi. Alors, Ibrahim Gueye. Allô? Allô? Est-ce que vous me saisissez? J'avais perdu la connexion tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est bon. Vous avez saisi la commande DXJack? Voilà, qu'est-ce que vous avez comme modèle de processeur? Oui, comme 8 CPU, hein? Très bien. Un autre? Un autre volontaire? Alors, je ne sais pas si vous... Ça, vous faites juste Windows R. Donc, Windows R, vous avez la barre exécutée, vous tapez DXJack. Donc, vous faites Windows, touche combinaison Windows R. Donc, pour avoir la barre d'exécution, vous tapez DXJack. Voilà. Alors, vous voyez. Donc, voilà. Moi, j'ai l'écran DXJack. Allô? Les gars, j'ai pas de volontaire là. Est-ce que vous me saisissez?
Vous me recevez? Voilà. Vous avez quoi comme résultat? Hmm. Mhm. Vous avez 4 CPU. D'accord. À raison de 2,5 GHz par CPU. Très bien. Un autre? Un autre volontaire? Gars yi xanaa añ bi moo leen jàpp ba léegi. Xanaa añ bi moo leen jàpp ba léegi. Wala ngeen naanul café? Hein? Ok. Vous avez I7. Oui. I7. 8 cœurs, hein? Ok. À raison de 1,8. Très bien. Je peux avoir un autre? Un autre volontaire? Ok. C'est bon, c'est pas grave. De toute façon, l'idée c'était juste pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, on va poursuivre, hein. Alors, euh, donc là, c'est la vérification de l'état des cœurs sous Windows. Donc, avec la commande task mgr ou bien gestionnaire de tâches, certainement vous connaissez comment on exécute la commande. Donc, si vous lancez le task mgr, puisque moi, dans le DXJAC, on m'avait signalé que j'avais 8 cœurs, donc logique pour logique, avec la commande task mgr, j'ai les 8 cœurs qui sont ainsi présentés. Et dans chaque cœur, vous avez l'activité. Donc, l'activité, c'est un peu l'occupation de la fréquence du processeur. D'accord? Donc là, j'ai processeur 0, processeur 1, processeur 2, processeur 3, processeur 4, 5, 6, 7. Donc de 0 à 7, ça fait 8. Voilà, donc certainement, si vous saisissez le task mgr, bon, je vais saisir task mgr. Donc au niveau de performance, vous avez l'activité du processeur, la mémoire, le disque, etc. Donc au niveau de ouvrir le moniteur de ressources, je clique dessus. Voilà. Et maintenant, j'ai plusieurs onglets. La vue d'ensemble qui me donne un peu, je peux trier les processus pour voir le processeur, l'occupation du processeur avec les différents processus ou les différents trucs. D'accord? Donc si je sélectionne le processeur, j'ai l'activité du processeur en termes de pourcentage. Et là, je peux trier pour voir lesquelles activités prennent plus de temps processeur. D'accord? Voilà. Et là, à droite, vous avez un peu l'activité des processeurs. Vous avez l'activité du processeur total. Ça veut dire que là, on fait le cumul des 8 processeurs. D'accord? Là, il vous donne l'activité moyenne, quoi. Donc, et en bas, on détaille les activités des 8 autres processeurs. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour que vous ayez une idée. Donc, certainement, vous connaissez, hein? C'est juste un rappel. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui explique le fait qu'on est passé à ce qu'on appelle à la génération des multicœurs? Donc, je vais un peu vous parler de ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors, Moore, Moore, c'est un physicien, un ingénieur, un physicien, donc qui en 1965, à partir d'un constat empirique,
Moore a théorisé le fait que le nombre de transistors sur un processeur ou bien sur une puce, parce que vous savez en fait que un processeur est composé de, entre autres, de transistors. Donc Moore, à partir d'un constat empirique, a établi la théorie selon laquelle le nombre de transistors sur une puce doublerait tous les 2 ans. Sur une puce, quand on parle de puce, c'est en lien avec la puce qui se trouve au niveau du processeur, doublerait tous les 2 ans. Donc ça veut dire qu'en 1970, quand on avait 4004, en 1970, donc si vous voyez un peu la courbe, en 1970, on avait 4004 transistors. D'accord? Ça veut dire qu'en 1972, on a 8008. D'accord? En 1975, on multiplie par 2, etc. Donc vous avez la courbe qui est presque linéaire. Donc vous avez le nombre de transistors, vous avez les années. Donc au fil des ans, le nombre de transistors double. Maintenant, comme conséquence, puisque le nombre de transistors double, la puissance de calcul du processeur, naturellement, va augmenter. Parce que tout au début, les processeurs se mesuraient en mégahertz. Actuellement, vous avez des processeurs en gigahertz. Voilà. Donc, puisque les processeurs, les transistors augmentent, logique pour logique, la puissance de calcul des processeurs augmente. Donc, du coup, on a assisté vers les années 2000. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les... Mais nous, à notre époque, on parlait de Intel Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2. Voilà, ça a commencé à partir de Intel Pentium 1 dans les années 90. Ensuite, Intel a évolué vers Intel Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, etc. 2000. Maintenant, ce n'est que peut-être à partir des années 2000 que Intel a introduit ce qu'on appelle la notion de dual core. Parce qu'à l'époque, vous aviez dans une machine un processeur qui était juste une unité de calcul. Donc, vous pouvez avoir 1 à 2 processeurs dans une machine, mais les concepteurs ou bien les constructeurs ont amélioré. En quoi faisant? Dans un processeur, ils ont introduit plusieurs puces ou bien cœurs processeurs. C'est-à-dire qu'ils restent sur un même processeur physique, mais dans ce processeur physique, on introduit d'autres unités de calcul. On appelle cœurs processeurs, qui sont des unités de calcul de traitement de données. Donc, ici, on a le dual core dans les années... Oui? Attendez. C'est bon? C'est bon, vous voyez maintenant. C'est bon, ok. Alors, donc, voilà, je pense que vous tous, vous avez vu un peu la courbe, hein? Donc, par rapport à la loi de Moore. Donc, Moore a établi, suivant une théorie basée sur une expérience empirique, que le nombre de transistors sur une piste double tous les 2 ans. Ça veut dire qu'en 1970, on avait 4004 transistors dans un processeur. Donc, certainement, en 1972, dans un processeur, on retrouve 8008 transistors, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en même temps, la puissance de calcul va augmenter. Donc, en termes, on passe de mégahertz, ensuite on évolue vers les gigahertz, etc. D'accord? Là, vous avez un texte, hein, qui dit qu'en 1965, Gordon Moore affirmait que le nombre de transistors sur une puce doublerait légèrement chaque année. Plus tard, il reconsidéra ceci à tous les 2 ans. Donc, c'est la loi de Moore. Donc, suivant cette loi, le nombre de transistors sur une puce augmente exponentiellement.
Par conséquent, la nouvelle génération de multicœurs, multiprocesseurs atteint les milliards de transistors. Donc présentement, tout à l'heure dans la courbe, vous avez vu en 1970, on avait 4004 transistors. Actuellement, on en est à des milliards de transistors. Donc vous voyez un peu l'évolution un peu vertigineuse. Donc, on passe dans les années 70 à des milliers, de nos jours à des milliards de transistors. Donc c'est vraiment un saut gigantesque. Donc pour IBM, avec PowerSet, donc puisque qu'on appelle les Intel, les processeurs Intel, voilà, Intel c'est Intel, donc ça porte le même nom, quoi. Mais pour IBM, vous avez ce qu'on appelle les processeurs Power. D'accord? Donc, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a plusieurs marques de processeurs. Hein. Donc, on a Intel, on a plutôt PowerSet qui possède 1,2 milliard de transistors. Le PowerSet. Bon, ça a évolué hein, parce que l'exemple s'était pris dans les années 2015, 2016, 2017. Donc, certainement, ça a évolué. Mais c'est juste à titre d'exemple pour que vous ayez une idée. Vous avez Intel avec son 10 core Xeon Western X qui possède 2,6 milliards de transistors. Donc vous avez Spark au niveau de Sun, on a ce qu'on appelle les processeurs Spark au niveau de Sun. Donc qui contient avec 16 cœurs 1 milliard de transistors, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment une idée un peu de l'évolution des transistors. Maintenant, quelle est la conséquence de la loi de Moore? Tantôt, je vous avais dit que puisque le nombre de transistors a augmenté de manière considérable, on a, par effet induit, une augmentation de la fréquence des processeurs. Maintenant, comme conséquence, puisque la fréquence augmente, forcément, la consommation énergétique va croître. Par exemple, vous avez un véhicule, vous roulez à 10 km/h. Oui? Oui, oui, allez-y. Attendez, je vais remettre. Ça coupe par moment. Ok, vous voulez que je reprenne hein, l'explication? C'est bon, vous avez l'écran? Allô? Allô? C'est bon? Bon, attends, je vais repartager. Je ne sais pas si c'est ma... Bon, attendez une minute, je vais changer de... Je vais sur le Wi-Fi parce que j'ai partagé ma connexion. Attendez une seconde, je change un peu. Je vais sur le Wi-Fi pour voir, peut-être que ce sera mieux. Alors, je vais switcher sur le... Je vais repartager. C'est bon, vous avez l'écran?
Ok. Très bien. Je disais, hein, puisque, puisque, le, puisque la fréquence des processeurs augmente, en fait, quand on parle de la fréquence, c'est un peu la vitesse d'exécution. Donc, si vous, par exemple, vous avez un véhicule, vous conduisez à 10 km/h, ça veut dire que vous conduisez lentement. Vous décidez de passer à 20, 30, 40, 50, 100 km/h. Donc, quand vous passez de 10 à 100 km/h, naturellement, votre consommation en carburant va augmenter, naturellement. Et si vous passez à 150 km/h, pareil, plus que la vitesse augmente, plus la consommation croît. Donc ça, c'est une logique physique, quoi. D'accord? En même temps, vous avez la dissipation thermique qui augmente. Vous avez la chaleur qui augmente. Parce que vitesse rime avec chaleur. Donc, la chaleur, c'est un peu la déduction de la vitesse. Parce que c'est une activité. Donc, quand la vitesse augmente, la chaleur augmente. Donc, quand vous conduisez votre voiture, vous roulez à 10, 20, vous passez à 100, 150, vous vous rendez compte que le moteur chauffe plus rapidement. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les processeurs. Quand vous mettez même vous, certainement, vous avez dû faire l'expérience. Quand vous avez votre ordinateur quand le processeur tourne beaucoup de temps, passe beaucoup de temps à tourner, déjà, à un moment donné, vous entendez le bruit du ventilo, parce que plus, quand ça tourne longtemps, maintenant, et quand le processeur fonctionne à plein régime, vous avez un bruit. Donc ça, c'est le bruit des ventilos. Donc les ventilos au niveau qui sont intégrés, au niveau de l'unité centrale, ces ventilos seront déclenchés pour pouvoir un peu rafraîchir le processeur. Voilà, donc ça, c'est un peu la conséquence de l'augmentation de la fréquence ou bien de la vitesse d'exécution des processeurs. Donc, la première conséquence, c'est la consommation énergétique. Donc, quand vous branchez votre ordinateur portable, vous voyez votre PC à la maison, vous lancez un programme qui s'exécute en plein régime avec les processeurs, vous vous rendrez compte que si vous vérifiez au niveau du compteur, vous verrez que l'aiguille du compteur Senelec, ou quand vous avez le WFL, vous verrez que le nombre de kilowatts augmente. Donc, peut-être ça, vous ne constatez pas, mais si vous mettez des programmes qui se mettent à tourner tout le temps, qui sollicitent les processeurs, forcément, ce sera un effet sur la consommation du courant électrique. Voilà. Alors, c'est quoi la solution? Puisque la consommation augmente et la température augmente de manière accrue. Donc, la solution adoptée par les constructeurs, c'est d'implémenter plusieurs cœurs sur un même circuit intégré. Et là, on parle de processeur multicœur. Donc, tout au début, on avait juste ce qu'on appelle le processeur, tout au début. Maintenant, puisque les transistors ont augmenté, puisque la fréquence des processeurs augmente, puisque la consommation énergétique en même temps croît, puisque la dissipation thermique devient de plus en plus accrue, il fallait vraiment trouver une solution. Et la solution trouvée, c'est qu'on maintient la logique du processeur, mais à l'intérieur, on intègre des cœurs processeurs, donc au niveau du même circuit intégré. C'est la parade qui a été trouvée pour pouvoir contourner un peu ces challenges physiques. Parce que ça, c'est des défis, c'est des challenges de la physique. Donc ça, c'est imposé par la loi physique. Donc quand la vitesse augmente, la chaleur augmente. Quand la vitesse augmente, la consommation énergétique augmente. Ça c'est une loi physique. Et c'est cette même loi qui s'applique au niveau des processeurs. Et là, vous avez, si l'on continue d'accélérer le cycle de l'horloge du processeur, la chaleur induite par le processeur équivaut à celle sur la surface solaire. Et ça, ce n'est pas des blagues. Et vous imaginez la chaleur au niveau de la surface solaire. Donc ça, c'est au niveau de la surface solaire, vous avez des températures qui avoisinent les millions de degrés. Donc, et là, on nous dit que si les constructeurs continuaient à accélérer le cycle de horloge comme ils le faisaient, sans trouver cette parade-là qui est d'introduire la notion de cœur, en se basant un peu sur les méthodes classiques,
Quand vous lancez un programme et que le processeur tourne à plein régime, la chaleur induite par le processeur est équivalente à la chaleur au niveau de la surface solaire. Je parle bien de la surface solaire. Parce que le soleil, vous savez, le soleil, il est à combien à des milliards de kilomètres, bon, à des millions de kilomètres d'ici. Parce que le soleil, la lumière du soleil fait 8 minutes. La lumière du soleil fait 8 minutes pour nous parvenir. Maintenant, en connaissant la vitesse de la lumière, on peut déduire un peu la distance entre le soleil et nous. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. Mais juste pour donner une idée que le soleil est à des millions de kilomètres de nous. Malgré tout ça, quand vous êtes en plein soleil, vous vous rendez compte de la chaleur. Et imaginez à la surface du soleil. Et là, on vous dit que si on continue à augmenter le cycle de l'horloge du processeur, la chaleur induite par le processeur serait équivalente à la chaleur au niveau de la surface solaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nos PC, nos matériaux ne pourraient pas supporter les processeurs. Mais heureusement, on a des ingénieurs donc, qui ont su trouver la parade et introduire ce qu'on appelle la notion de cœur processeur. Voilà. Et là, c'est toute l'explication de pourquoi on est passé d'un processeur à des processeurs multicœurs. 8 cœurs, 16 cœurs, 32, etc. 64 cœurs, etc. Voilà, c'est cette magie qui a été trouvée. Et voilà. Donc ça, il faut saluer vraiment l'ingéniosité de l'être humain. Est-ce que vous saisissez jusqu'ici? Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Hein? C'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il n'y a pas de questions, je pense que je peux poursuivre. Mais n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que c'est vraiment fondamental cet aspect-là. Donc il faut avoir une bonne compréhension pour que vraiment la suite soit facile, quoi. Et là, tantôt j'avais parlé donc on assiste à l'ère de ce qu'on appelle des processeurs multicœurs. Donc Intel Xeon. Tout à l'heure, vous avez parlé de Intel Core i6, i7. Donc il y a des i7 avec 6 cœurs, il y a des i7 avec 8 cœurs. Parce que au niveau des processeurs Intel Core, vous avez des générations. Vous avez Intel Core i7, première génération, deuxième génération, 7e, 8e, on en est à la 9e, etc. Donc ça évolue. Hein. D'accord? Donc pour le IBM Power 7, on a 8 cœurs. Donc actuellement, on en est au Power 9, si je ne m'abuse. Hein. Bon, à vérifier. Donc au niveau des Power aussi, ça évolue. De même qu'au niveau de Spark, donc Sun Spark, donc ça évolue en termes de fréquence, en termes de nombre de cœurs par processeur. Donc voilà, toutes ces technologies-là évoluent. Mais le constat, le fait est que on est ce qu'on appelle dans l'ère des multiprocesseurs. Et il est inconcevable que nous, en nous trouvant dans l'ère de ce qu'on appelle multicœur, qu'on puisse continuer à faire que de la programmation séquentielle. C'est un gâchis énorme. C'est un gâchis énorme. Et le challenge, c'est changer de paradigme. Penser parallèle. Parce que qui peut le plus peut le moins. Un programme, vous le concevez en parallèle, vous avez la possibilité, ce même programme, de l'exécuter en séquentiel. Il suffit juste de jouer sur le nombre de cœurs qui est alloué. Donc vous décidez à ce moment d'allouer juste un seul cœur. Et là, vous avez un programme séquentiel. Donc, ça veut dire que le programme parallèle couvre en même temps le programme séquentiel. Parce que la base, c'est la programmation séquentielle. Maintenant, après, il faut trouver une méthodologie, des artifices, des techniques pour pouvoir paralléliser le code. Donc, c'est un peu le challenge de... Voilà. Donc, je disais que, comme conséquent, la tendance est que la fréquence de performance du processeur augmente de plus en plus tous les 2 ans. En accélérant le cycle de l'horloge, la consommation en énergie et la dissipation thermique augmentent considérablement. Donc, durant les dernières années, les fabricants de processeurs ont amélioré les performances de ceux-ci en augmentant la fréquence. Malheureusement, la consommation énergétique était devenue de plus en plus importante et la dissipation thermique croissait dangereusement. Maintenant, le challenge était d'améliorer la fréquence tout en abaissant la consommation énergétique et la dissipation thermique. C'était ça le challenge. Comment faire en sorte d'augmenter la fréquence tout en diminuant la consommation énergétique et la dissipation thermique.
Donc maintenant, les solutions qui ont été adoptées par les fabricants étaient d'introduire ce qu'on appelle les cœurs sur la même puce chip, donc appelé processeur à plusieurs cœurs ou chip multicore processeur ou CMP. Donc quand vous rencontrez le CMP, c'est chip qui fait référence à puce multicore, d'accord? Donc processeur à plusieurs cœurs ou processeur multicœur. Voilà, vous avez plusieurs termes. Hein. Voilà, donc là c'est les exemples qui sont donnés. Maintenant, une fois qu'on a l'environnement ou bien les processeurs multicœurs, c'est quoi les challenges? Maintenant, il y a plusieurs défis à relever. Les défis à relever par les fabricants, les défis à relever par les constructeurs de compilateurs, les défis à relever par les programmeurs. Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ce cours. Maintenant, le défi à relever, c'est de paralléliser nos programmes pour pouvoir tirer pleinement profit de cette technologie de multicœur. Voilà, donc les défis des fabricants des microprocesseurs sont de continuer à améliorer le nombre de cœurs tout en diminuant la consommation énergétique et la dissipation thermique. Néanmoins, cette problématique est en partie adressée par les fabricants de processeurs. Par exemple, le Core i7 d'Intel intègre la fonctionnalité Thermal Monitoring Technology pour abaisser la dissipation thermique. Parce que tout à l'heure, je vous avais dit que un des soucis, c'était un peu la chaleur, la dissipation thermique. Maintenant, ces constructeurs intègrent des fonctionnalités qui puissent permettre un peu de diminuer la température. Donc, conjugué à l'utilisation des systèmes de ventilation, donc, qui permettent un peu de réduire la température du processeur. Vous avez pour AMD, AMD c'est un constructeur, hein, tout comme Intel. À travers son AMD Cool Cooler Technology, réduit la consommation énergétique en mettant en veille la partie inutilisée des cœurs de processeurs. Donc, le défi des systèmes d'exploitation est de tirer profit du multithreading. Voilà. C'est un concept, le multithreading. Bon, on va y revenir. Donc, certainement, vous aurez affaire à beaucoup de concepts, mais voilà, pour ce cours-ci, on ne va pas rentrer dans le détail, mais notez qu'on va y revenir au niveau du multithreading parce que pour faire la programmation parallèle, il faut maîtriser le multithreading. Donc, les systèmes d'exploitation intègrent ce qu'on appelle les multithreading. Donc, Windows, G+7, Windows 10, etc., intègrent le multithreading. Donc, les logiciels aussi de programmation, tels que Visual C++, Java 6, 7, etc., supportent des applications multithreadées. Ça veut dire que vous avez une application multithreadée avec Java. Donc, Java va permettre, vous allez des threads qui puissent vous permettre d'exécuter votre programme de manière concurrentielle ou de manière parallèle. Maintenant, c'est quoi le challenge du programmeur, de vous programmeur? Votre challenge, c'est d'écrire des applications parallèles et multithreadées pour tirer profit des processeurs multicœurs. Donc, nous allons plus retenir ce challenge-là. D'accord? Notre challenge, votre challenge à vous, c'est au sortir de ce cours, d'accord, de pouvoir, comment on appelle, écrire vous-même des applications parallèles qui puissent s'exécuter dans vos environnements à processeurs multicœurs et tirer pleinement profit de cette technologie. Alors ça, c'est le challenge à vous. Alors, la technologie de multicœur est une réponse aux applications qui sont gourmandes en ressources processeurs. C'est ce qu'on appelle les CPU bound. Parce que vous avez deux types d'applications, généralement. Vous avez ce qu'on appelle les applications CPU bound. Vous avez également les applications IO bound ou input-output bound. Donc, ces applications CPU bound, ce sont ces applications qui, la plupart du temps, passent leur temps à s'exécuter au niveau du processeur. D'accord? Ça, c'est des applications CPU bound. Les applications input-output bound passent leur temps à s'exécuter au niveau du disque, à faire des entrées-sorties au niveau du disque. Ça, c'est des applications telles que les bases de données, les requêtes que vous faites. Vous avez des applications qui sollicitent la base de données. Ça, c'est plus au niveau disque. Maintenant, vous avez des applications de calcul mathématique, des applications de météo,
les applications pour générer la thermodynamique, voilà, etc., etc. Donc, ces types d'applications-là ont plus besoin du processeur. Donc, ces applications, on les appelle les applications CPU bound. Bon, c'est des concepts sur lesquels on reviendra. Donc, dû à la proximité de plusieurs CPU, le temps de latence de la communication entre différents cœurs est faible. On peut exploiter pleinement le CMP en exécutant simultanément plusieurs applications. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, vous, avec l'environnement dont vous disposez, vous pouvez lancer plusieurs programmes en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez lancer votre programme Microsoft Word. Vous pouvez lancer votre Internet Explorer. Vous pouvez lancer en même temps le scan de l'antivirus. Vous pouvez visualiser un film en même temps. Donc ça, c'est des traitements parallèles. Mais c'est des traitements parallèles au niveau du système d'exploitation. C'est-à-dire, les systèmes d'exploitation gèrent cette notion d'exécution simultanée. Parce que même avant, quand on n'avait qu'un seul processeur, on avait ce qu'on appelle la multiprogrammation. La multiprogrammation, ce n'était pas la programmation parallèle ou bien l'exécution parallèle, mais c'était que vous avez un processeur qui allouait un temps à chacun des programmes. Parce que dans votre machine, vous avez un programme qui tourne. Déjà, quand vous lancez Windows, Windows lance beaucoup de tâches en arrière-plan et vous lancez aussi vos programmes. Donc, du coup, vous vous retrouvez à 100 ou bien à des milliers de programmes ou de tâches qui s'exécutent. Et pourtant, toutes ces tâches-là peuvent être gérées par un seul processeur. Mais cette gestion vous donne l'illusion que c'est une gestion, un traitement parallèle, alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est la multiprogrammation. Donc, mais la multiprogrammation est différente de la programmation parallèle. Parce que là, c'est géré par le système d'exploitation. Donc, vous, l'environnement dont vous disposez, l'architecte dont vous disposez, vous pouvez utiliser le système d'exploitation à l'intelligence de gérer le traitement vidéo, le traitement d'image, je ne sais pas, l'accès à Internet, etc. Donc là, vous verrez quand même que les processeurs peuvent être occupés, mais parce que là, il y a plusieurs tâches qui sont différentes. Et nous, quand on parle de programmation parallèle, c'est un programme, mais à l'intérieur du programme, on scinde ce programme en plusieurs tâches, et ces tâches-là, on les dispatche au niveau de chaque cœur processeur. Et à charge à ces cœurs processeurs-là de procéder à l'exécution des différentes tâches. C'est un peu... voilà. Donc, voilà, c'est pour que vous fassiez un peu la différence, quoi. Oui? 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 Mhm. Mhm. Oui? Mhm. OK. Mhm. Mhm. OK. C'est bien, excellente question. Ça arrive, vous avez utilisé le terme priorité. Effectivement, dans l'exécution dans l'allocution, plutôt dans l'allocation des ressources par le processeur, il y a ce qu'on appelle la notion de priorité. Donc, les priorités sont gérées à plusieurs niveaux. Vous avez le système d'exploitation qui gère les priorités et il y a ce qu'on appelle le droit de préemption. Le droit de préemption, et là, c'est le système d'exploitation peut-être qui le décide. Donc, qui dit qu'à un moment donné, un tel processeur doit plutôt un tel processus ou bien un tel thread peut préempter un autre thread. Je veux dire que le thread 0 s'exécute. À un moment donné, le système décide que c'est le thread 1 qui a plus de priorité et qui va préempter le thread 0. Donc à partir de ce moment, le thread 0 va quitter. D'accord? On note l'allocation
on enlève l'allocation du processeur du titre 0 pour l'allouer au titre 1. Maintenant, dans l'exemple que la question que vous avez posée, admettons que nous avons un environnement qui a 4 cœurs. Vous lancez un programme MapReduce ou bien un programme parallèle qui s'exécute. Donc, quand vous lancez, automatiquement, quand vous indiquez ces 4 cœurs, le programme est divisé en 4 tâches. Maintenant, chaque tâche s'exécute au niveau de chaque processeur. Mais les processeurs ne sont pas dédiés carrément qu'au programme qui s'exécute, naturellement, parce que vous avez le processeur, en même temps qu'il gère le programme, il gère aussi le système d'exploitation, il gère ce qu'on appelle les processus système, il gère les entrées-sorties, il gère les scans, enfin, il gère tout l'environnement en même temps. Maintenant, le processeur a l'intelligence de préempter au fur et à mesure. Vous vous en rendez pas compte, mais à un moment donné, la tâche qui s'exécute au niveau d'un des cœurs est mise à pause pour que le processeur puisse gérer d'autres tâches. Mais vous vous en rendez pas compte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parce qu'aujourd'hui, le système ne peut pas se permettre, du moment que vous lancez votre programme qui s'exécute, le système bloque. Si le système bloque toutes les autres tâches, y compris les tâches système, mais à un moment donné, la machine va se planter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des tâches système qui ont plus de priorité. Donc, à chaque fois que besoin est, le système leur accorde la priorité. Donc, ils vont venir s'exécuter. Votre tâche parallèle là, une des tâches va être dans la liste d'attente. Mais ça va tellement vite que vous ne vous en rendez pas compte. Mais en réalité, ça se passe comme ça. Mais à l'échelle humaine, on ne se rend pas compte. Donc, on a l'impression que notre tâche occupe continuellement le processeur, alors que ce n'est pas le cas. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bon. OK. Il n'y a pas d'autres questions? N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'aurais aimé que ça soit vraiment interactif. Donc, voilà. Si vous avez des questions, posez. Hein. C'est plus intéressant, quoi. OK. Par exemple, nous pouvons visualiser une application vidéo tout en lançant un scan. OK. Donc, nous pouvons visualiser une application vidéo tout en lançant un scan d'un antivirus sans compromettre les performances du système. Voilà, parce que le système, quand même, a l'intelligence de pouvoir gérer parallèlement ou bien de manière concurrentielle ces tâches. Parce qu'une application vidéo, c'est un processus qui s'exécute, qui a besoin de ressources. Le scan d'un antivirus a besoin de ressources, etc., etc. Vous avez un jeu vidéo qui a besoin de ressources. D'accord? Votre Internet Explorer a besoin de ressources. Donc, votre éditeur NetBeans ou Java, ou je ne sais pas moi, ou Eclipse a besoin de ressources. Votre programme Windows, Excel, PowerPoint a besoin de ressources. Mais le système a l'intelligence de gérer tous ces processus-là de manière transparente, sans pour autant que nous nous en rendions compte. C'est ça l'intelligence un peu des systèmes d'exploitation. Okay. Quelques-uns des avantages des multicœurs sont listés après. Efficience du système lorsque plusieurs applications tournent en même temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, vous avez la performance des applications multi-3D, une bonne gestion de la dissipation thermique et de la consommation énergétique. Donc, temps de réponse rapide pour les applications orientées web telles que le e-commerce. D'accord. Amélioration de la performance pour les applications manipulant de grandes données et qui tournent sur les bases de données à grande échelle. Vous avez les entrées et sorties et CPU assez puissants pour gérer l'augmentation des messages électroniques. Augmentation de la bande passante de la mémoire. En résumé, les processeurs multicore sont une réponse aux applications s'inscrivant dans le high performance computing. Donc ça, c'est des terminologies, hein, le high performance computing. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les supercalculateurs. Donc les supercalculateurs, vous avez
des données qui s'exécutent, qui prennent, voilà, en temps normal, qui prennent 1 jour, 2 jours, même 1 mois ou 1 an, ou 10 ans pour s'exécuter. Mais grâce au supercalculateur, ces données qui devaient s'exécuter en 10 ans peuvent s'exécuter en quelques heures ou voilà, en quelques heures ou en quelques jours. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, quoi. Vraiment, on va voilà, passer d'une exécution de quelques années à une exécution de quelques heures ou quelques jours. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est grâce à des supercalculateurs. Mais les supercalculateurs, ce n'est ni plus ni moins qu'une agrégation des processeurs multicœurs et des processeurs, ce qu'on appelle les GPU, des processeurs graphiques. Parce qu'actuellement, les supercalculateurs, ils font des agrégations entre les puissances de calcul offertes par les CPU et les puissances de calcul offertes par les GPU. Parce que vous, dans votre machine, non seulement vous avez les CPU, mais vous avez aussi le processeur graphique. Et ces processeurs graphiques sont beaucoup plus puissants que les processeurs arithmétiques. Mais ça, c'est un autre débat, parce qu'il y a d'autres méthodes pour exploiter un peu le parallélisme au niveau des processeurs graphiques, en utilisant notamment SCUDA, OpenCL, etc. Et ça, après, on y reviendra bien après, dans la programmation parallèle approfondie, quoi. Mais pour l'instant, nous, on met le focus sur les processeurs multicœurs, ou les CPU. Alors, bon, je pense que nous, on va utiliser Java comme langage. Donc, à supposer que vous tous, vous avez peut-être des notions à Java. Hein. Donc, pourquoi le choix de Java? Parce que Java, c'est un langage qui est populaire. Donc, c'est un langage qui est assez facile à utiliser. Et surtout en termes de multithreading, quand même, Java intègre tous les API liés au multithreading sont intégrés, sont natifs. Donc, contrairement à C ou C++, où vous avez besoin d'importer les bibliothèques de Pthread, PositThread ou bien etc., Java intègre toutes ces fonctionnalités. Et là, vraiment, pour apprendre, on est plus à l'aise. Mais, pour autant, on peut utiliser le C, on peut utiliser Python, on peut utiliser d'autres types de langages. Hein. Donc, vraiment, tous les langages actuels supportent le multithreading. Mais, le fait de choisir Java, plutôt Java, c'est par rapport à ces raisons-là que je viens de citer, quoi. Donc, à supposer que vous avez de bonnes notions, des notions solides en Java. Maintenant, si vous savez programmer de manière séquentielle, vous comprenez Java. Après le reste, il faut peut-être qu'on comprenne les notions de multithreading, de concepts de parallélisme, comprendre les paradigmes, voilà. Et c'est tout l'objet de ce cours. Donc, une fois qu'on a compris ça, maintenant, la programmation parallèle, c'est pas une méthodologie, hein, c'est plusieurs méthodologies. Aujourd'hui, il n'existe pas une méthodologie stricte pour dire que c'est comme ça qu'il faut paralléliser. Non, non. Chacun y va de son allure. Mais c'est juste, l'idée c'est un problème qui est là. Comment faire pour résoudre le problème? Maintenant, c'est ouvert, hein, la programmation parallèle, c'est ouvert. Donc, c'est pas un algorithme qu'on applique comme ça. Non, non. C'est vraiment un problème qu'on pose et comment chercher à résoudre ce problème. C'est ça la programmation parallèle. Mais en se basant sur le code séquentiel tout au début, quoi. Donc, malgré tout ce que je viens d'énumérer, la programmation séquentielle reste toujours la tendance dominante. Et c'est ça qui est dommageable. Donc, nous avons des puissances de calcul extraordinaires. Même nos smartphones disposent de puissances de calcul extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, nos smartphones, ils sont à 8 cœurs, 6 cœurs, 4 cœurs, voire même 16 cœurs. Et à titre de comparaison, vous avez la mission, je pense c'est bien Apollo, quand Yuri Gagarin et Armstrong atterrissaient au niveau de la Lune, sur la surface de la Lune, l'ordinateur de bord, d'accord, qui se trouvait au niveau de la fusée, cet ordinateur de bord avait une capacité de mémoire de l'ordre de quelques kilooctets. Quelques kilooctets, la mémoire, l'ordinateur de bord. Et les processeurs, c'était en termes de mégahertz. Et c'est cette fusée-là qui a quitté ici, qui a décollé, qui a amené Yuri Gagarin et, comment on appelle, Aldrin, je pensais Aldrin si je ne me trompe, parce qu'ils étaient deux. Il y avait un ordinateur de bord qui est largement moins puissant que les téléphones portables dont on dispose. Donc ça veut dire que
ça augmente. Mais malheureusement, on n'en tire pas profit. Pourquoi? Parce qu'on continue à utiliser la programmation séquentielle. Alors, donc, il n'existe pas encore de statistiques officielles sur la tendance application séquentielle, application parallèle. Donc là, on ne peut pas savoir en termes de qui utilise, voilà, les applications séquentielles, qui utilise les applications parallèles. En fait, il n'y a pas d'études sur ça, quoi. Donc, mais c'est sûr que ceux qui utilisent les applications parallèles sont, voilà, sont relativement minoritaires, quoi, par rapport à ceux qui utilisent les applications séquentielles. Donc, mais le constat est que la logique de programmation séquentielle reste jusqu'ici la plus adoptée. Exécuter un programme séquentiel sur un processeur n'exploite pas pleinement cette architecture. Voilà, donc, maintenant, il nous faut vraiment changer de paradigme. La programmation parallèle devient une nécessité, de fait, devient une nécessité pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Avec l'éclosion des architectures multicœurs combinées aux fortes demandes des applications en ressources, aussi bien processeurs que mémoire, il devient un impératif que d'exploiter pleinement ces architectures par le biais des techniques de parallélisme. Donc, pour arriver au parallélisme, le choix du langage reste très déterminant. Puisque Java est un langage populaire et adapté au calcul haute performance, il semble judicieux d'utiliser ce langage comme support de parallélisme. Donc, nous, on va utiliser Java. Maintenant, du moment qu'on comprend la logique, on peut le faire sur Python, c'est pas, voilà. On peut le faire sur du C, sur Visual, etc. Voilà, c'est Sharp, etc. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'essentiel, c'est de comprendre la logique et la démarche. Alors, sur ce slide, je vous présente un peu l'environnement un peu multicœur d'un serveur. Donc, ce serveur, en l'occurrence, c'est un IBM 3650 qui contient Intel Xeon, processeur E5420 quad-core. D'accord? Vous avez dans ce serveur-là, vous avez deux processeurs. Processeur 1, processeur 2. Maintenant, dans le processeur 1, vous avez 4 cœurs. Cœur 1, cœur 2, cœur 3, cœur 4. Dans le processeur 2, vous avez le cœur 5, cœur 6, cœur 7, cœur 8. Maintenant, pour chaque cœur, il y a ce qu'on appelle le cache de niveau 1. Parce que comme vous le savez, il y a, bon, de manière classique, c'était cache L1, L2. Mais maintenant, de plus en plus, on intègre ce qu'on appelle le cache de niveau 3. Mais le cache L1, c'est des caches, c'est des registres hein, qui contiennent quelques 512 kilooctets. Voilà, donc c'est des zones de mémoire, donc dans lesquelles les instructions et les données sont exécutées pour permettre au processeur de s'exécuter très rapidement. Parce que les caches sont beaucoup plus rapides. Le cache L1 est beaucoup plus rapide que le cache L2, qui à son tour est beaucoup plus rapide que le cache L3. Le cache L3 est beaucoup plus rapide que la mémoire, d'accord, la RAM. D'accord. Donc là, vous voyez la hiérarchisation des mémoires. Donc on passe de cache L1, cache L2, cache L3 et RAM. Maintenant, plus on quitte les caches de niveau bas vers la mémoire, la taille augmente. Parce que je vous disais tantôt que le cache L1, c'est de l'ordre de 512 kg. Donc vous allez au niveau des caches L3, qui peut aller jusqu'à 4 mégas ou 8 mégas, etc. Et au niveau de la RAM, vous avez 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, etc. D'accord? Alors là, vous avez les caches L2, hein? D'accord? Donc le cache L2, le cache L1 qui est au niveau de chaque cœur. Maintenant, le cache L2 qui est au niveau du processeur. D'accord? Et vous avez là le cache L3. Et là, vous avez la RAM. D'accord? Là, vous avez vraiment la hiérarchisation des mémoires. D'accord? Là, vous avez vraiment l'exemple typique d'une architecture multi-cœur ou bien cœur processeur multicœur. Donc, 2 processeurs, 8 cœurs. Dans chaque processeur, il y a 4 cœurs. Voilà, donc, ça, c'est un peu l'illustration. Et dans chaque cœur, il y a une fréquence de 2,5 GHz. D'accord? Donc, si on fait le cumul en termes de fréquence, c'est 2,5 GHz multiplié par 8. Donc, multiplié par 8. Donc, potentiellement,
Hein? Ce serveur-là a une puissance de calcul de 2,5 GHz fois 8. Donc, ce qui donne, je pense, 20 GHz. Donc, potentiellement, ce serveur a une puissance de calcul de 20 GHz. Et maintenant, quand on parle de GHz, c'est quoi GHz? C'est GHz, c'est combien? C'est 10 puissance 9 Hz par. Donc, Hz, c'est par seconde. Donc, vous avez 10 puissance 9 instructions par seconde. Bon, je ne sais pas si vous comprenez le concept de fréquence. Mais le concept de fréquence, quand on parle de Hertz, Hertz, c'est l'inversion de la seconde. C'est 1 sur seconde. Donc, quand on parle de 1 GHz, c'est 10 puissance 9 par seconde. 10 puissance 9 quoi? 10 puissance 9 instructions. Donc, ça veut dire que le processeur est capable d'exécuter 10 puissance 9, 1 milliard d'instructions par seconde, à la seconde. C'est extraordinaire. Par exemple, quand moi je mets x égale x plus 1, qui est une instruction, ça veut dire que quand j'exécute 1 milliard de x égale x plus 1, le processeur est capable d'exécuter x égale x plus 1 milliard de fois en une seconde. C'est extraordinaire. En une seconde, le processeur exécute 1 milliard d'instructions x égale x plus 1. Je ne sais pas si vous saisissez un peu la puissance de calcul. Donc, pour vous dire un peu la puissance de calcul des processeurs. Est-ce que c'est bon? Oui, question? C'est deux microprocesseurs. Oui, c'est deux microprocesseurs. Donc, vous voyez ici, hein? Attends, je vais illustrer. Attendez, je reviens. Oui. En fait, les registres au niveau, c'est au niveau du. Vous avez au niveau du cache. Les registres, c'est au niveau des caches. Au niveau des caches, quoi. Donc, c'est des registres. Donc, les registres, en fait, c'est des zones qui permettent de stocker de petites quantités. Hein. Voilà, c'est de petites quantités au niveau de. Parce que quand vous exécutez un programme, tout le programme n'est pas chargé en même temps au niveau du processeur. Tout au début, votre programme est chargé au niveau de la RAM. D'accord? Parce que la RAM, c'est un système d'adressage. Quand vous déclarez votre variable, vous dites int x, int y. Donc, quand vous exécutez au niveau binaire, le x là est transformé en adresse. Donc, quand vous passez du code source au code binaire, vous avez ce qu'on appelle les adresses. Les instructions sont numérotées. Donc, on dit telle instruction occupe tel numéro au niveau de la mémoire. Maintenant, puisque le programme s'exécute séquentiellement, donc le système va, par exemple, prendre les 5 premières instructions, par exemple. Ces 5 premières instructions sont chargées au fur et à mesure au niveau du cache L3, au niveau du cache L2, jusqu'au niveau du cache L1. Puisque le cache L1 n'est pas grand, il faut charger de petites données, de petites quantités de données, quoi. Maintenant, ces registres se trouvent au niveau du cache, surtout principalement du cache L1, quoi. Bon, cache L1, cache L2 aussi, hein, les systèmes de cache, c'est des registres, quoi. Donc, S3. Mais la politique de la RAM est différente de la politique parce que la RAM est beaucoup plus grande, la RAM est beaucoup moins chère que les caches. Donc les caches, c'est un peu cher, quoi, la technologie. Donc voilà. Maintenant, si vous avez fait l'architecture des ordinateurs, vous comprenez comment sont faits les processeurs, quoi. Donc dans l'architecture du processeur. Donc, vous avez les accumulateurs, c'est-à-dire les unités de calcul. Vous avez les registres, vous avez ce qu'on appelle les bascules, etc. Ça, c'est vraiment de l'électronique, quoi. Donc, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je poursuis. OK. Bon, là, je l'avais dit. Hein. Bon, on va faire un peu de lecture. On nous dit ici
multicœur A puce intègre plusieurs CPU dans un module. Donc ça, vous comprenez, d'accord? Dans cette configuration, les coûts de synchronisation et de communication interprocesseurs diminuent nettement par rapport au multicœur traditionnel. C'est-à-dire, la communication, quand vous avez deux processeurs, comme dans cet exemple, d'accord? Quand ces deux processeurs communiquent, par exemple, les deux cœurs là, le cœur 1 et le cœur 3, quand ils communiquent, la communication passe beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont proches. Ils sont proches l'un de l'autre. Ces deux cœurs, le cœur 5, le cœur 7, 6, 8, quand ils communiquent très rapidement parce qu'ils sont proches et ils se partagent le cache L2. En revanche, quand les deux processeurs communiquent, donc ils vont passer par la cache L2, passer par la cache L3 pour communiquer. D'accord? Donc vous voyez un peu la localité où le fait que les données soient proches ou bien les données soient proches de l'exécution impacte forcément la performance du programme, de l'exécution. Donc ce qu'on dit ici, alors la communication interprocesseur diminue nettement par rapport au multiprocesseur traditionnel, grâce à la vitesse du bus et des distances courtes entre les processeurs. Les multiprocesseurs à puce ou les processeurs à plusieurs cœurs sont constitués d'un circuit intégré de processeurs où plusieurs cœurs de processeurs sont imprimés. Donc là, on parle d'imprimer. Donc ça, c'est de l'électronique. Hein. Les cœurs communiquent à travers un cache hiérarchique. C'est ce que j'expliquais tantôt. D'accord? Donc ici, vous avez le cœur 1, le cœur 3. Quand ils communiquent, ils peuvent communiquer à travers le cache L2. Ils se partagent le cache L2. Par contre, le cœur 1 et le cœur 5, quand ils communiquent, ils vont passer par le cache de niveau 3. Parce qu'ils se partagent le cache de niveau 3. Parce que le cœur 1 et le cœur 2 se trouvent dans deux processeurs qui sont différents. Maintenant, donc, ça veut dire que la proximité des cœurs et des processeurs est déterminante. Chaque cœur a son propre cache L1. Le premier niveau de cache est le cache L1. On est d'accord? Chaque cœur a son propre cache L1. Alors, vous avez, chaque cœur a son propre cache L1. Le second niveau de cache est le cache L2. Donc, le cache de L2 est là. D'accord? Donc, cache L2 pour chaque processeur. Donc, vous voyez le cache L2 là, c'est pour ce processeur. Donc, ces quatre cœurs se partagent le cache L2. D'accord? Le cache L2 est partagé par les cœurs. Et dans la conception d'autres multicœurs, chaque cœur possède son propre cache L2. D'accord? En fait, ça, c'est cette architecture. Mais ce qu'on tente d'expliquer, c'est qu'il y a des configurations où chaque cœur possède aussi ce qu'on appelle un cache L2. Bon, ça, c'est suivant les fabricants. Hein. Mais l'idée qu'il faut comprendre, c'est que chaque cœur a son cache. Maintenant, les différents caches se partagent un cœur. Chaque cœur a un cache et les différents cœurs se partagent un cache. Et la mémoire est organisée de manière hiérarchique. Ça, c'est ce qu'il faut juste comprendre. Hein. D'accord? Dans le processeur d'AMD, chaque cœur de processeur possède son propre cache L2. Par contre, dans le processeur d'Intel, les cœurs partagent le cache L2. En plus, le processeur d'AMD possède un cache de niveau 3, partagé par les cœurs. D'accord? La seconde génération du microprocesseur d'Intel dispose du cache L3 partagé. Tous ces caches sont des espaces mémoire intégrés directement sur la puce. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, ces caches-là, L1, L2, L3, sont intégrés dans la puce du processeur. Donc, sont à l'intérieur du processeur. D'accord? Donc, c'est des qui sont programmés à l'intérieur. Par contre, la RAM est détachée. L'emplacement de la RAM est différent de l'emplacement du processeur. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il y a des bus qui relient la RAM et le processeur. Maintenant, qui parle de bus, ça veut dire qu'il y a un trajet à faire. D'accord? Donc, du coup, traiter l'information à partir de la RAM peut prendre légèrement un certain temps. Parce que les données ne sont pas proches. Par contre, quand les données sont au niveau des caches, c'est plus proche. D'accord? C'est comme si vous je ne sais pas, bon, vous allez aller à la boutique de votre quartier, aller à l'ESP, à l'école. Donc, il est plus facile d'aller parce que c'est la distance, quoi.
d'accord, et que d'aller, voilà, c'est à peu près la même chose. Hein. La structure des processeurs puisse varier d'un fabricant à un autre. Intel utilise le système de bus pour interconnecter les cœurs. AMD utilise la technologie dite hypertransport qui réduit le nombre de bus requis dans un système, diminuant du coup les goulots d'étranglement et augmente par la même occasion la bande passante. Voilà. Donc là, ce qu'on tente de vous expliquer, c'est que d'un constructeur à un autre, d'un fabricant à un autre, bon, la technologie peut varier, quoi. Mais fondamentalement, bon, il conserve la même logique. Hein. Donc, la même logique, c'est qu'il y a plusieurs processeurs. Disons, il peut y avoir plusieurs processeurs. Dans notre exemple, on avait 2 processeurs. Et que dans un processeur, il peut y avoir plusieurs cœurs. Maintenant, chaque cœur, de manière hiérarchique, a un cache. C'est que les cœurs d'un processeur se partagent un cache, qui est le cache M2. D'accord. Maintenant, les processeurs se partagent le cache de niveau 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu l'esprit, quoi. Donc, on a le multithreading, simultané melting. Bon, on passe pour ne pas vous brouiller, quoi. Voilà, donc je pense que jusqu'ici, on a un peu abordé l'environnement. On a parlé d'architecture, l'environnement, bon, de contexte. Alors, tout ça pour vous aider à mieux comprendre les enjeux, quoi. Parce que je pense que c'était important avant de démarrer réellement la programmation, quoi, et les exécutions parallèles. Donc, c'était vraiment important et fondamental qu'on comprenne un peu l'enjeu, l'environnement parallèle, quoi. Donc, les architectures, etc., quoi. Et ce que représente le parallélisme dans la vraie vie, quoi. Donc, quand vous avez une idée de ce qu'est le parallélisme dans la vraie vie, donc facilement, vous pouvez appréhender un peu, comprendre, cerner les notions de programmation parallèle, quoi. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Questions? C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut poursuivre. Alors, les notions de base. Bon, quelques notions de base, parce que bon, je pense qu'il y en a plusieurs. On ne va pas citer toutes les notions, mais l'idée, c'est de commencer par les notions, les concepts les plus simples, pour ne pas un peu vous brouiller, quoi. Voilà, donc, c'est quoi la programmation parallèle? Donc, ici, je dis l'art de concevoir et de mettre en œuvre un programme en conditionnant les instructions et ou les données à emprunter plusieurs chemins d'exécution simultanément. Maintenant, vous savez, les définitions là, on n'a pas besoin de mettre le focus sur la définition. Parce qu'il peut y avoir autant de personnes que de définitions. Hein. Donc, vous-même, vous pouvez avoir votre propre définition de la programmation parallèle. Donc, pas besoin de parceriser la définition, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est un peu de comprendre le concept. Voilà. C'est ça. Les définitions, c'est pas, on n'a pas besoin de mettre le focus sur, voilà, sur la définition. Mais l'idée, c'est de comprendre. Donc, quand on parle de l'art de concevoir, donc ça veut dire que la programmation parallèle, c'est un peu de l'art. D'accord? Donc, concevoir et mettre en œuvre un programme. De toute façon, en programmant séquentiellement, on conçoit le programme, on met en œuvre. Dans la logique de programmation séquentielle. C'est une conception et c'est une mise en œuvre. Maintenant, c'est quoi la différence avec la programmation parallèle? C'est qu'ici, on conditionne les instructions et les données. Parce que je vous avais dit que un programme, ce n'est ni plus ni moins qu'une somme d'instructions et de données. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. Quelle que soit la complexité du programme, c'est des instructions et des données. Quand je dis x égale x plus 1, x c'est une donnée, c'est la variable, c'est une donnée. L'instruction c'est plus. X égale x plus 1, x c'est la donnée, 1 c'est une donnée, maintenant plus c'est l'addition, c'est l'instruction. Quand on fait x égale x fois 10, x c'est la donnée, 10 c'est une donnée, fois c'est une instruction. C'est aussi simple que ça. Quelle que soit la complexité d'un programme, c'est instruction et donnée. Il n'y a pas autre chose. Instruction, donnée, instruction, donnée. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, vous, quand vous concevez un programme séquentiel, vous conditionnez vos instructions et vos données de sorte que ces données-là s'exécutent de manière simultanée sur plusieurs
processeur. Quand on parle de chemin d'exécution, c'est un peu les cœurs. Voilà, chemin d'exécution, parce que vous avez, c'est comme au niveau des voies d'autoroute à péage, c'est plusieurs chemins. D'accord? On ouvre 8 portes. Les automobilistes arrivent. Mais il y a une politique qui décide de répartir les automobilistes suivant les 8 portes. Donc, chaque automobiliste va choisir son chemin pour accéder à la voie. C'est exactement la même chose. D'accord? L'idée étant que, par analogie, vous considérez que la voie, c'est un cœur. D'accord? L'automobiliste, c'est le programme. D'accord? Le programme est divisé en plusieurs sous-programmes ou bien en plusieurs instructions et tâches. Maintenant, chaque instruction est donnée, ou bien un ensemble d'instructions données sont allouées à un cœur. D'accord? Maintenant, chaque cœur exécute ces données. Après, on retrouve le résultat final. C'est le principe. Et ce principe-là, on retrouve dans la vie pratique. Si par exemple, moi, je prenais l'un d'entre vous, je vous disais de compter jusqu'à 10 000 ou bien 1 million. Donc, vous comptez jusqu'à 1 million, ça va prendre du temps parce que chaque décompte, si vous prenez une seconde pour décompter 1, une seconde, 2 secondes, 3 secondes, ça va prendre 1 million de secondes pour compter. 1 million de secondes, c'est énorme. Maintenant, vous dites que pour aller plus vite, vous êtes 10 ou bien vous êtes 100. Vous décidez que chacun d'entre vous va compter, vous divisez d'abord le 1 million par 100, qui va vous revenir à 10 000. Donc, chacun d'entre vous va compter de 1 à 10 000. Mais, tout le monde ne va pas compter de 1 à 10 000. Donc, le premier va compter de 1 à 10 000. Pendant ce temps, le deuxième va compter de 10 001 à 20 000. Le troisième va compter de 20 001 à 30 000, etc. Donc, ça veut dire que là, il y a une synchronisation dans la répartition des tâches. Donc là, on ne fait pas du n'importe quoi. Donc, ces données vraiment sont partitionnées maintenant et synchronisées. Le dispatching est synchronisé pour savoir quel cœur va prendre tel compartiment ou bien telle partition. Tel cœur va prendre telle partition pour pouvoir procéder à l'exécution de manière simultanée. Donc, c'est la compréhension que vous devez avoir de ce concept de programmation parallèle. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Les gars, alors, question? Alors, si c'est bon, je poursuis. Alors, calcul parallèle. Donc, la première, c'était, disons, le premier cours, c'était programmation parallèle. Donc, programmation, c'est, on agit sur le programme. Vous, développeur, vous avez votre code, votre programme, vous développez. Maintenant, dans la manière de développer, vous faites des instructions ou bien vous conditionnez votre programme de sorte que, une fois que vous lancez l'exécution, que ce programme puisse s'exécuter. Donc là, on parle de programmation parallèle. D'accord? Donc vous programmez, vous intervenez sur le code source. D'accord? Donc ça, c'est de votre responsabilité. Donc une fois que vous avez fini de programmer, vous lancez votre programme, vous l'exécutez. Et là, on parle de calcul parallèle. Parce que là, on est au niveau de l'exécution. Donc dans la programmation, c'est au niveau du code source. Mais dans l'exécution, on parle de calcul parallèle. D'accord? Donc si votre programme est bien rédigé, bien écrit, une fois que vous l'exécutez, vous lancez, le calcul parallèle se déroule. Maintenant, le programme va obéir aux instructions que vous lui avez données. Donc, nous, la définition, l'opération consistant à exécuter simultanément plusieurs instructions ou données. J'insiste toujours sur ça. Instructions ou données. D'accord? En les répartissant sur différents processeurs et ou machines interconnectées. Bon, là, machines interconnectées, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle des systèmes distribués, quoi. Ou bien quand on a une grille de calcul, ou bien on peut faire, voilà. On a des machines quelque part dans le monde, on peut décider de répartir notre programme, d'accord, via Internet, ou bien via un réseau local. Alors, tout ça, c'est un calcul parallèle. Mais nous, on va plus mettre le focus
sur l'exécution au sein d'un ordinateur. D'accord? Maintenant, parce que dans cet ordinateur, il y a un processeur qui a plusieurs cœurs. Maintenant, après, on pourra voir, quand on interconnecte plusieurs ordinateurs, comment donner à chaque ordinateur ses différentes tâches pour qu'il l'exécute. Donc, une fois que ces ordinateurs ont fini d'exécuter, ils vont rendre le résultat à l'ordinateur principal. D'accord? Qui va faire le merge ou le reduce. Bon, il y a plusieurs concepts, quoi. D'accord? Et retrouver les données, plutôt le résultat final. Donc, on passe à ce qu'on appelle la notion de région parallèle. Donc, c'est quoi une région parallèle? C'est une partie du programme susceptible d'être exécutée simultanément par plusieurs cœurs. Exemple, les boucles for, les méthodes récursives. Quand vous avez votre programme, tout votre programme n'est pas parallélisable. Tout n'est pas parallélisable. D'accord? Mais dans votre programme, il y a des parties de code qui sont parallélisables ou bien qui sont susceptibles d'être parallélisées. C'est le cas des boucles for. Donc, quand vous, dans l'analyse, vous avez un programme, il faut l'analyser d'abord. Ce n'est pas tous les programmes qu'on peut paralyser. Il faut identifier d'abord dans votre programme, est-ce qu'il y a une boucle for? D'accord? Est-ce qu'il y a une méthode récursive? Méthode récursive, on peut citer les quicksort, les algorithmes de quicksort, merge sort, on peut citer le Fibonacci, etc. Donc, il y a des applications récursives. Donc, si vous trouvez dans ces cas-là, vous avez une boucle for, une méthode récursive, dites-vous que votre programme est potentiellement, j'insiste sur le mot potentiel, votre programme est potentiellement parallélisable. Parce qu'il n'est pas dit que il suffit d'avoir la boucle for pour paralyser. Parce que vous pouvez avoir une boucle for et que dans la boucle, il y a des contraintes. D'accord? Des contraintes relatives à ce qu'on appelle la dépendance des données. Bon, ça, on va y revenir. Hein. Mais comprendre que dans l'analyse, la première chose à détecter, c'est de voir est-ce qu'il y a une région parallèle, d'identifier les boucles. Maintenant, après avoir identifié les boucles, on va voir est-ce que ces boucles for-là, on peut les paralléliser ou pas. Parce qu'il y a des contraintes à l'intérieur en termes de dépendance de données entre les instructions des différentes itérations. Pour la méthode récursive aussi, il faut voir les dépendances de données d'une méthode à une autre, etc. Donc ça, c'est l'analyse profonde, quoi. D'accord? Mais comprendre que c'est ce qu'on appelle la notion de région parallèle. C'est quoi une architecture parallèle? C'est le fait d'avoir plusieurs unités de traitement qui sont capables d'exécuter simultanément des tâches. D'accord? Si vous avez, c'est le cas de votre processeur Intel Core i7 ou Core i5, parce que ce processeur est capable de traiter plusieurs tâches en même temps. D'accord? C'est le cas aussi des grilles de calcul. C'est le cas des supercalculateurs, c'est le cas des, je sais pas, de machines interconnectées. Vous pouvez décider d'interconnecter vos machines et potentiellement vous avez une machine, parce que c'est une agrégation de machines, c'est un calculateur. Voilà, donc vous décidez d'agréger vos machines, vous avez un calculateur qui est beaucoup plus puissant parce que vous agrégez la force de chacune de vos machines. Donc c'est ce qu'on appelle architecture parallèle. Alors, dans les paradigmes, il y a ce qu'on appelle le parallélisme implicite, le parallélisme explicite. Ok, dans le parallélisme implicite, le programmeur écrit son application dans un langage séquentiel conventionnel et le parallélisme est extrait par un système sous-jacent. Cela peut être à plusieurs niveaux. Un compilateur parallélisant, Intel C++, un exécutif au niveau du matériel pipeline spéculatif. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le parallélisme implicite, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire du côté du programmeur. Le programmeur, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit son code séquentiel. Donc, ce code séquentiel, le code classique, quoi. D'accord? Maintenant, après, il y a le système sous-jacent. Vous avez des systèmes qui peuvent extraire, qui vont interpréter votre code séquentiel et exploiter les régions parallèles et paralléliser votre code derrière. Il y a des compilateurs qui peuvent le faire. Ça peut se faire au niveau du matériel, etc. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, dans notre cours, on va plus mettre l'accent sur le parallélisme explicite. C'est parce que c'est dans le parallélisme explicite que nous, programmeurs, on agit. Donc, là, c'est juste pour montrer qu'il y a deux types de parallélisme implicite, ou bien qui est automatique, où on ne fait pas d'effort, que l'exploitation du parallélisme est gérée par le système sous-jacent, ou bien par le compilateur, etc.
Maintenant, nous, on va insister plus sur le parallélisme explicite. Donc, dans le parallélisme explicite, le programme écrit son application dans un langage spécialement conçu pour lui permettre de décrire explicitement les actions à mener en parallèle. D'accord? Celles-ci peuvent être des directives de compilation ou des API, MPI, P-Trit, Trit Java, Task Parallèle, etc. Donc là, c'est là qu'on va agir. Donc nous avons notre programme. Nous décidons de réécrire notre programme en s'appuyant sur, dans le cadre de Java, sur le multithreading Java. Donc si c'est du C, on s'appuie sur les P-Trit, la bibliothèque P-Trit. On peut utiliser ce qu'on appelle aussi des compilateurs comme OpenMP. Donc OpenMP, c'est un compilateur paralyseur où on utilise juste des directives de compilation donc, pour pouvoir paralyser le code. Voilà. Mais nous, on va réécrire le code, restructurer le code à partir du code séquentiel pour obtenir un code parallèle. OK? Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il est 19h. Parce qu'on a démarré avec 15 minutes de retard. Mais néanmoins, donc si vous avez des questions, c'est l'occasion. Comme ça, on va mettre. Bon, aujourd'hui, j'aurais voulu vous faire une démo sur un programme parallèle, mais je pense qu'on va en réel, quoi. Mais pour la prochaine session, donc je vais vous montrer un programme séquentiel, un programme parallèle, pour voir un peu au niveau des configurations, au niveau du code et au niveau de l'exécution, vous voyez, pour que vous puissiez voir la différence, quoi. Donc, mais puisqu'on est pris par le temps, donc, et je pense que c'était important aussi d'insister un peu sur ces aspects-là, quoi, de notions de base, de paradigme, pour un peu camper un peu les débats, quoi. Voilà. Et ça me ferait plaisir si quelques-uns d'entre vous soulevaient des questions ou bien, voilà, avant de se quitter, quoi. Ou bien, voilà, vous dites un peu si vous avez des, je sais pas moi, quelques parties du cours que vous n'avez pas compris, etc. Donc, vous me le faites savoir, quoi. Quelqu'un? Ah, c'est sûr que ça a été clair. Il n'y a pas quelques points d'ombre. Donc, merci. Hein? Ah, ben, merci. Un autre? Binta Sow? Bon, moi, Binta Sow, c'est ma cousine à plaisanterie, quoi. Donc, elle est alpulaar, quoi. Binta, xanaa da nga naan sow mi nga naan moo bëri. Binta? waaw, apparemment, Binta. Ah, son micro, d'accord. D'accord, là, je comprends. Ah ouais, c'est un micro d'alpulaar, quoi. Un autre? Thérèse Daba. Thérèse, bon, apparemment, elle aussi, son micro ne marche pas. Bon, je pense que ça aurait été plus vraiment intéressant que ça soit interactif, quoi. Mais bon, avec les aléas aussi du direct. Voilà, je pense on peut s'en arrêter on peut s'arrêter à ce niveau et maintenant dans les prochaines on va continuer un peu parce qu'il y a d'autres concepts à explorer mais au moins se dérouler un programme à titre d'illustration, quoi. Voilà, mais comprendre quand même que vraiment, si vous maîtrisez la programmation parallèle, vous avez un plus par rapport aux autres, honnêtement. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Parce que non seulement, quand on fait de la programmation parallèle, ça veut dire qu'on aura maîtrisé la programmation séquentielle. Dans un deuxième temps, on comprend comment fonctionne le système. Parce qu'à l'intérieur, vous verrez avec les synchronisations, etc., il y a des pièges à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir votre programme séquentiel qui marche, vous le paralysez et vous retrouvez avec des données qui sont altérées. Donc, il y a ce qu'on appelle la violation de la cohérence séquentielle. D'accord? Parce qu'il faut comprendre la synchronisation, parce que derrière, il y a plusieurs types de synchronisation.
il faut comprendre aussi la répartition des tâches. D'accord? Il y a plusieurs algorithmes de répartition des tâches. Tout ça, on verra. Hein. Donc, les dépendances de données, analyser pour voir est-ce qu'il y a des dépendances de données, voilà, etc., etc. Donc, vous verrez que vraiment, c'est vrai que c'est intéressant. Vous-même, vous constatez de vous-même. Et quand vous maîtrisez ça, vous avez un plus par rapport aux autres. Et ça, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, vous êtes plus à l'aise, vous comprenez. Quand vous déclarez une variable, la variable, est-ce que c'est une variable partagée? Est-ce que c'est une variable locale? D'accord? Ça, là, vous verrez l'importance de déclarer une variable locale ou partagée en termes de risque de partage de données, parce que quand une donnée est partagée, il faut que ça soit synchronisé. Parce que si ce n'est pas synchronisé, cette donnée peut être altérée. D'accord? Mais à contrario, quand la donnée est partagée, cette donnée, quand même, en termes de temps, disons, quand c'est une variable globale plutôt, en termes de temps d'accès, d'accord, il est plus facile d'accéder à une variable locale qu'à une variable globale. Donc, mais le risque de la variable globale, en fait, pas le risque, mais la variable globale permet d'être vue par plusieurs processus ou bien plusieurs tripes. Alors que la variable locale est juste vue par un seul trip. Donc, tous ces concepts-là, on y reviendra pour dire qu'il y en a tellement, il y en a. Mais l'idée, c'est de comprendre d'abord les concepts de base et on va commencer par les programmes les plus simples, sans se compliquer la vie. Mais une fois qu'on comprend le principe, après le reste, comme j'ai dit, il n'y a pas une seule méthodologie. Hein. Après, il faut y aller. Hein, de son, voilà, chacun y va de son allure. Hein. Donc, en fonction de la compréhension qu'on a. Quoi. Voilà, donc si c'est bon, puisque le temps est arrivé à expiration, donc je vous remercie, vous tous, de votre présence. Et espérons que la prochaine fois, ça va être plus interactif, que les Binta et autres régleront le problème du micro et que ça soit vraiment interactif, quoi. Voilà, parce que ça me permettra de comprendre vos attentes, voilà, par rapport à ce cours, etc., quoi. Voilà, mais ce n'est que partie remise. Voilà, je vous remercie, vous tous, et je vous dis à très bientôt. Allez, merci.